pour leur présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, on vous accueille par écran interposé pour vous parler voilà, de la gestion des eaux pluviales en toiture-terrasse. Donc, on va faire ça en trois parties. Pourquoi faire de la gestion des eaux pluviales? Comment faire de la GEP? Et quelles sont les solutions Soprema pour faire de la GEP? Donc, pourquoi faire de la GEP? Vous le savez, le dérèglement climatique est une réalité. Il s'exprime de différentes façons dans nos villes. Elles étouffent, comme peut-être malheureusement ces prochains jours. Donc, par exemple, l'année dernière, en juin, justement, le record de chaleur en France avait atteint quand même 46 degrés. Et malheureusement, les pronostics les plus pessimistes pour 2050, avec un scénario à plus 4 degrés, eh bien, parlerait plutôt de moyenne à 54 degrés sur l'Île-de-France, par exemple. Au niveau des villes, eh bien, il y a également les inondations. Donc, on a les pieds dans l'eau. Jessica en parlait en introduction. En 2016, Paris a connu pas mal d'inondations. Pour toute la France, c'est vraiment le premier risque naturel. Et c'est donc également le risque qui touche le plus de communes, puisqu'il y a une commune sur deux qui sont touchées par les inondations. Et cela coûte très cher. Par exemple, en 2017, le montant annuel des dégâts à cause des inondations en France était quand même de 1 milliard d'euros. Les inondations, elles sont source de dégâts matériels, mais également source de pollution. Des pollutions par ruissellement sur les surfaces et des pollutions par débordement des eaux usées, puisque la majorité des communes en France, on est sur un réseau unitaire. Et pour essayer de pallier à tout ça, la réglementation monte en puissance, puisque depuis l'arrêté du 21 juillet 2015, est imposé moins de 5% des effluents déversés directement au milieu naturel et sans traitement. Mais pour ça, il faut mettre des choses en place. Donc, vous connaissiez le côté obscur de la force, méfiez-vous du côté aquatique de la force, parce qu'il y a du boulot pour le traiter. Donc, comment faire de la GEP, plus concrètement? Vous connaissez en France les bassins hydrographiques, donc les bassins versants de nos grands fleuves. Pour vous qui êtes en région parisienne, vous êtes concerné par le bassin de la Seine-Normandie et donc par l'agence de l'eau de la Seine-Normandie. Il y a 6 agences de l'eau en France et elles ont pour mission en fait de faire de l'eau une ressource, donc de faire attention à sa qualité et notamment pour la protéger de ces fameuses pollutions des milieux aquatiques. Donc, elles sont force de proposition pour différentes solutions. Bonjour donc, et merci de nous avoir rejoints. Je prends le relais là sur cette explication. Il nous semblait intéressant de rappeler qu'aujourd'hui, les pluies ont été catégorisées, regroupées en différentes catégories, de manière à pouvoir mieux les identifier et mieux y trouver, des solutions. Donc, un petit rappel, toutes les pluies que l'on reçoit sur le territoire français sont graduées de petites pluies qui sont généralement les plus fréquentes à des pluies extrêmes qui sont plus exceptionnelles. Donc là, vous avez une graduation qui est une graduation proposée par, de mémoire, le CEREMA. Je crois que c'est une catégorisation sur CEREMA. Et donc, ce qui est intéressant d'apercevoir sur ce document, c'est que 80% du volume des pluies annuelles en Île-de-France est constitué de petites pluies, c'est-à-dire ce que j'ai encadré en rouge sur ce dessin, pluies faibles très fréquentes et pluies moyennes à fortes, qui sont également donc des pluies entre 0 et 25 mm. Ces pluies-là représentent l'essentiel du volume de pluie annuel. Et donc, on va vous expliquer comment est-ce qu'on peut les traiter. Donc, le premier levier, c'est un levier réglementaire, un outil bien connu des architectes et du monde de la construction,
il s'agit du plan local d'urbanisme. Donc, les PLU définissent un certain nombre de mesures et de dispositions pour gérer les eaux pluviales à la parcelle. On a également depuis quelque temps des PLUI à l'égard des intercommunalités. Et puis, plus régulièrement, mais ce n'est pas encore le cas dans toutes les collectivités, ce qu'on appelle un plan de zonage pluvial. Donc, Paris est doté d'un plan de zonage pluvial, on va en parler. Les consignes réglementaires donc, que l'on va retrouver dans ces outils, ces documents réglementaires d'urbanisme, c'est aujourd'hui principalement de deux types. La régulation de débit à la parcelle. Donc l'eau ne quitte pas la parcelle, ou en tout cas elle est contrôlée, régulée en termes de débit. Elle est souvent exprimée en litres par seconde et par hectare. Et la notion d'abattement pluvial, qui elle est exprimée en millimètres d'abattement, et c'est souvent exprimé par journée de 24 heures. Ces deux consignes sont à respecter dans tous les cas, puisqu'on est dans un environnement réglementaire d'application obligatoire et opposable aux tiers. Donc, c'est à respecter pour obtenir le permis de construire. Et c'est là qu'on peut vous apporter un certain nombre de solutions. Donc, le zonage pluvial de Paris, en quelques mots, puisque je pense que les gens qui assistent à ce webinaire l'ont au moins déjà vu, il faut regarder donc ce document. On y retrouve donc la représentation de la ville de Paris, essentiellement intramuros. Sur ce plan de zonage, on va retrouver des consignes d'abattement pluvial qui sont à respecter. Donc vous voyez de différentes couleurs des valeurs de performance d'abattement qui sont exprimées de 4 à 16 mm, donc 4, 8, 12, 16 selon la couleur. Et si cette valeur d'abattement qui répond à la règle du seuil, donc c'est l'abattement, on va dire, maximum qui est imposé par Paris, si cette règle du seuil ne peut être appliquée, dans certains cas, par exemple, on a des toitures qui ne peuvent pas être totalement végétalisées, puisque ça va être ça le sujet, ou certaines surfaces imperméables qui ne peuvent pas se déverser vers une surface infiltrante ou végétalisée. À ce moment-là, une autre règle s'applique, c'est la règle du pourcentage. Donc, si on prend un exemple du 4 mm en règle du seuil, qui répond à l'obligation réglementaire, si on a, par exemple, sur un projet des surfaces vitrées ou des zones qui imperméabilisées, qu'on ne peut pas végétaliser, à ce moment-là, le règlement passe à 30% de la lame d'eau de 16 mm. Voilà. Donc, c'est une adaptation qui permet de répondre à l'essentiel des projets qui ne peuvent pas être complètement végétalisés. Voilà pour le rappel de ce qu'est le plan de zonage parisien. Paris également dispose d'une réglementation que vous voyez en hachuré noir sur la carte, qui ne fait pas seulement de l'abattement, mais également de la régulation de débit. Donc on va vous expliquer les deux solutions que nous avons à mettre en face de l'abattement et de la régulation de débit. Un autre exemple du PLU, donc intercommunal de pleine commune, qui est une application, je vous montre ça pour illustrer que ce n'est pas simplement Paris, mais dans le 93, 94, 92, il y a également des dispositions. Là, vous retrouvez un exemple sur les communes de l'intercommunalité de Plaine, avec du centre le plus rouge vers l'extérieur des prescriptions qui vont de la plus stricte, de la plus sévère à la moins sévère, plus on s'éloigne de la zone rouge. Donc là, il est question de 8 mm d'abattement. La règle consiste à abattre 100% de 8 mm, de la pluie de 8 mm, et c'est systématiquement cumulé à un contrôle de la pluie décennale avec un contrôle du rejet, donc là dans le cas de la zone rouge, par exemple de 1 litre par seconde et par hectare. Et plus on s'éloigne, et plus cette règle du débit est un petit peu assouplie pour aller jusqu'à 10 litres par seconde et par hectare. Voilà. On parle de Paris aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute la France est en train de se munir de ce même arsenal de dispositions pour la gestion des eaux pluviales. Donc Aurélie va vous expliquer la subvention. Levier. Voilà, un deuxième levier pour les agences de l'eau, eh bien, après la réglementation, c'est le fait d'avoir des subventions.
Donc, toutes les agences de l'eau font des subventions. Là, je vous ai donné les éléments pour celle de Seine-Normandie. Donc, ce sont des subventions qui sont à destination des maîtres d'ouvrage. Le dossier est à déposer dès l'avant-projet. On est sur aussi bien des maîtres d'ouvrage publics que privés. Et particularité pour l'agence de Seine-Normandie, les particuliers sont également dans le scope, ce qui n'est pas le cas dans toutes les agences de l'eau. La subvention peut aller, le plafond pour la subvention de toiture végétalisée, c'est jusqu'à 100 € par mètre carré. Et il y a certaines conditions d'attribution, donc une toiture végétalisée qui gère les pluies courantes, dont Lionel vient de vous parler avec les niveaux de pluie, toiture végétalisée favorable à la biodiversité, toiture stockante, et l'une des pièces justificatives à fournir est une note technique hydraulique. Nous, au niveau du bureau d'études de Sopranature, on peut très largement vous accompagner sur ce dossier-là, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc ça c'est un schéma qui vous rappelle un peu toutes les solutions que les agences de l'eau soutiennent, donc les noues infiltrantes, les parkings végétalisés, les sols pavés perméables et bien sûr les toitures végétalisées. Ce sont ce qu'on appelle des techniques alternatives et le principe c'est qu'elles soient fondées sur la nature, inspirées de la nature. On va maintenant passer à la troisième partie de cette présentation avec les solutions Soprema, donc des solutions durables pour bâtiments responsables. Et Lionel va vous parler de l'abattement. Voilà. Donc, pour démarrer, je vous ai plusieurs fois tout à l'heure, j'ai prononcé la formule d'abattement pluvial pour bien clarifier et être sûr que ce soit clair dans les esprits. L'abattement pluvial, ça correspond à la quantité d'eau pluviale qui est captée et consommée par la végétalisation et qui n'est donc par conséquent pas renvoyée vers les réseaux d'assainissement. Tout simplement parce qu'on va le comprendre, la végétation, le système végétalisé capte l'eau pluviale, le retient et les plantes vont l'utiliser au fil de leur développement et de leur vie. Donc l'abattement pluvial est exprimé en millimètres par jour, donc sur une durée de 24 heures pour l'exemple de Paris, mais ce n'est pas les seuls à l'exprimer sur 24 heures. Donc ça veut dire, si je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, 8 mm d'abattement, ça veut dire qu'on doit supprimer du rejet 8 mm de pluie sur 24 heures de temps. Donc ça veut dire que quasiment tous les jours, on doit répéter cette valeur d'abattement pour répondre à une consigne, par exemple, de 8 mm. Sur cette image, vous voyez une éponge. On a fait simplement une comparaison de la toiture végétalisée avec une éponge. Faut savoir que les toitures végétalisées et Sopranature absorbent naturellement jusqu'à 100% des pluies courantes. Ce que je trouve intéressant, c'est que nous ne sommes pas en train de mettre en place un dispositif spécifique pour la gestion des eaux pluviales. Les toitures végétalisées, par définition, répondent à ces consignes et à ces contraintes d'abattement pluvial. Et de surcroît, elles sont reconnues comme une technique alternative, comme disait Aurélie, fondée sur la nature, c'est-à-dire qui fonctionne sur des principes naturels de captation des eaux pluviales et d'abattement. Alors, l'abattement pluvial, là, vous le voyez sur cette image, hein, c'est très simple. La toiture est un réservoir, elle collecte les pluies, elle met l'eau à disposition des plantes par capillarité, par principe d'absorption, et on est en mesure aujourd'hui d'assurer un rejet aussi faible que possible grâce à une épaisseur de substrat variable, adaptée, et une palette végétale adaptée. Donc, très rapidement, deux flux hydriques entrant sur la toiture, la pluie et l'arrosage. On est donc en situation de rétention d'eau dans le réservoir substrat. On est ensuite en situation de rétention d'eau dans le réservoir drain. Et puis, deux flux sortants, simultanés ou décalés la plupart du temps, l'évacuation en cas de saturation du système et l'évapotranspiration qui est favorable à l'abattement et au rafraîchissement urbain. On va y venir.
Donc, un exemple pour illustrer un petit peu le propos, je me suis amusé à regarder donc, une pluviométrie parisienne annuelle moyenne, 600 mm, c'est ce que reçoit la ville de Paris chaque année en moyenne. Et on a un petit peu regardé le découpage de ces pluies. Donc, on le relevait tout à l'heure, 80%, les pluies inférieures ou égales à 8 mm représentent 80% des événements pluvieux parisiens. Donc, quand on dit qu'on s'intéresse à de l'abattement de 8 mm sur 24 heures, on est en train aujourd'hui de proposer une solution à 80% des événements pluvieux parisiens. Donc, c'est très significatif, c'est très intéressant. Vous voyez que les événements pluvieux inférieurs ou égaux à 16 mm représentent quasiment la totalité des événements pluvieux annuels. Donc, les événements exceptionnels sont quand même assez marginaux et ce n'est pas sur ces événements pluvieux qu'on va cibler notre attention aujourd'hui. Là, vous avez sur ce graphe une représentation entre la pluie et l'évapotranspiration. Donc en bleu, on voit le cumul de pluie mensuellement reçu par la ville de Paris. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'évidemment, il pleut tous les mois, toute l'année de manière régulière. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de regarder les petits bâtonnets verts qui représentent l'évapotranspiration. On remarque donc qu'il y a une évapotranspiration qui est croissante, comme on peut s'y attendre sur la période estivale. Et sur cette slide que je viens de modifier, on est en mesure de représenter l'équilibre hydrique. Donc, on se rend compte que finalement, de mars à octobre, l'évapotranspiration est très supérieure à la pluviométrie. Donc, les plantes sont capables de couvrir au-delà de 100% d'abattement de la pluviométrie naturelle. Les mois de novembre, janvier et février sont, on va considérer, au point d'équilibre. Et seul le mois de décembre, et là je voulais attirer votre attention là-dessus, seul le mois de décembre à Paris est un mois en déficit de TP, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va pleuvoir plus que ce que les plantes sont capables d'absorber et d'abattre. Donc quand on dit les toitures végétalisées, ça répond à des solutions, mais c'est très saisonnier. Il faut se rendre compte que sur Paris, on parle d'un mois, et si on regarde un petit peu les écarts types, on se rend compte même que le mois de décembre peut certaines années être à l'équilibre. Voilà. Donc là, sur cette représentation, je fais un lien avec notre manière d'exprimer l'abattement avec les toitures végétalisées Sopranature. Là, sur ce petit graphe, vous voyez un exemple qui est simulé grâce à un logiciel que l'on a mis au point. Et on voit sur ce modèle, donc avec 10 cm d'un substrat que nous avons élaboré et une végétation spécifique, que 89%, donc quasiment 90% des jours de pluie à l'année permettent un abattement pluvial complet d'une pluie de 8 mm. Voilà. Gardez ça en tête, on dit souvent qu'une toiture végétalisée, c'est un coefficient de ruissellement de 0,5. Ben là, vous voyez qu'on est à 0,9, on est plutôt à 0,1 plutôt. Donc 90% des événements sont abattus, donc des événements courants, avec une toiture végétalisée. Voilà, voilà pour la démonstration plus scientifique. Et donc, en fait, Lionel insistait sur les différentes... Il faut se focaliser sur un système Sopranature. Dans la gamme Sopranature, on a plusieurs systèmes, Plumraflor, Garrigue, Lande, Pampa, qui sont en fait des systèmes de végétalisation qu'on va pouvoir adapter à votre projet, aussi bien en termes de gestion des eaux pluviales que d'esthétique, que de technique. Donc là, c'est tout à fait adaptable à votre besoin. Pardon. Et c'est adaptable en fait par le bureau d'études Sopranature qui s'est doté d'un logiciel qui s'appelle Privilège, qui est un logiciel unique et exclusif que nous utilisons pour répondre à vos demandes, pour calculer en fait les performances hydrauliques des toitures terrasses, en l'occurrence là végétalisées. Et nous avons développé ce logiciel avec le laboratoire ICUBE, qui est un laboratoire de l'Université de Strasbourg. Et ce logiciel permet en fait d'éditer une note hydraulique, une note de calcul qui permet
de justifier, de prouver en fait que la consigne de gestion des eaux pluviales a été prise en compte et est traitée. Donc, aussi bien au stade projet, où on établit la conformité pour l'obtention du permis de construire, qu'au stade exé, où là, on va pouvoir faire le contrôle de l'ouvrage exécuté. Maintenant, je vais vous parler de comment est-ce qu'on traite la deuxième consigne, qui est la régulation de débit. Donc, la régulation de débit à la parcelle, elle permet, je vous le rappelle, de différer l'évacuation de pluie vers les réseaux par rétention temporaire et de maîtriser le débit vers l'aval. Donc, cela est possible avec Slowly, qui est notre régulateur de débit des eaux pluviales sur toiture-terrasse. Alors là, j'insiste sur le fait que c'est sur toiture-terrasse. Ce n'est pas forcément avec une solution végétalisée. Vous allez voir le détail par la suite. Donc, Slowly, comment ça se passe? On a donc eu la pluie, la toiture est montée en charge d'eau et on a de l'évacuation. Donc, vous le voyez là, dans le petit rond, l'illustration au-dessus. Slowly, en fait, est doté d'un orifice dont le diamètre est calculé pour respecter la consigne de l'endroit où le bâtiment est implanté. Donc, Slowly se présente comme ça. Vous avez à l'intérieur le limiteur, pardon, qui est donc doté d'un orifice et autour, on va avoir des garde-grève pour le protéger des débris et qu'il puisse fonctionner simplement toute l'année. Vous le voyez un petit peu sur le dessin, sur l'illustration. Ici, on a installé Slowly avec Retentio, qui est notre système de rétention temporaire d'eau en nid d'abeille, en fait, et qu'on peut installer. Rétention s'installe toujours avec un limiteur, et en l'occurrence Slowly. Donc, le domaine d'emploi de Slowly, c'est sur éléments porteurs béton avec une pente inférieure à 5%, aussi bien en neuf qu'en réfection, en climat de plaine, donc exactement pour Paris. Et au niveau des documents techniques, c'est soit selon le DTU 43.1, soit selon le CPP de procédé Slowly, procédé rétention, pardon. Et Slowly est capable de respecter la consigne la plus stricte qu'on trouve au niveau de la réglementation en France, qui est une consigne de 1 litre par seconde par hectare. Si je ne me trompe pas, il y a des PLU qui sont à 15 litres. Voilà, donc Slowly peut aller de 1 litre à 15 litres en fonction finalement du dimensionnement qu'on fait. Donc les techniques, on a finalement, on a différentes finitions possibles et en fonction de la finition qu'on veut, eh bien, on a une technique, on met en place des solutions différentes. Donc, si on veut une solution végétalisée, dalle sur plot ou gravillonnée, à ce moment-là, on va mettre Slowly avec Retentio. Et si on veut juste du gravillon, eh bien, on peut utiliser Slowly seul en respectant le DTU 43.1. Donc, comment fonctionne Slowly? Vous l'avez compris, on est sur ce petit orifice et l'écoulement, en fait, est maîtrisé par l'orifice pour aller avec un débit régulé jusque dans les réseaux d'assainissement. Particularité, finalement, ce que vous propose Soprema, c'est 2 Slowly distincts. C'est-à-dire un Slowly, il y a la solution Slowly limiteur et la solution Slowly déversoir. Donc, le Slowly limiteur est celui qui a l'orifice. Donc, sur une toiture où vous avez besoin de faire de la régulation de débit, une fois que la consigne, mettons qu'elle est 10 évacuations d'eau pluviale, sur les 10, en équipant seulement 4 avec un Slowly limiteur, donc avec un orifice, cela vous permet d'atteindre la consigne. Donc, ça veut dire que les 6 autres, vont être équipés de Slowly déversoir sans orifice, afin que seulement en cas de pluie extrême, eh bien, ça fonctionne par le déversement de sécurité. Pour savoir quel est le diamètre de cet orifice, eh bien, vous nous donnez les éléments afin que nous puissions vous faire une note de calcul. C'est le second volet du logiciel Privilège. Et sur cette note de calcul, il y a le nombre de Slowly limiteurs nécessaires pour votre toiture ou vos toitures, le nombre de Slowly déversoirs, la hauteur de surverse et le diamètre de l'orifice.
Et pour information, par exemple, l'année dernière, sur l'ensemble de l'année 2019, nous avons fait plus de 100 projets dans lesquels on avait installé Slowly. Donc, Slowly, c'est vraiment une solution très simple. Vous voyez, c'est mécanique, robuste, économique, puisqu'on gère à la source. Il n'y a pas de réglage en toiture après. Et on est sur un système prêt à l'emploi et prêt à installer qui respecte les consignes les plus strictes des PLU. Et tout est justifié par note de calcul. Et ça permet d'optimiser le coefficient d'occupation du sol parce que la régulation que vous faites en toiture, ça vous libère de l'espace au sol. Quand vous recevrez le PDF de la présentation, vous pourrez aller sur ces deux liens sur YouTube, le YouTube de Soprema qui vous permettront de voir en fait le fonctionnement de Slowly et c'est une animation et la mise en œuvre. Comment est-ce que c'est installé par les étancheurs. Je laisse la parole à Lionel pour le rafraîchissement urbain. Voilà, donc c'est le dernier volet de cette présentation. On a parlé en préambule là, des canicules, de la montée des températures en milieu urbain fortement minéralisé et contraint. Ce qu'on est en train donc, de mettre en évidence depuis quelques années, par le biais d'études scientifiques, c'est le lien entre la végétalisation et le rafraîchissement de l'air, grâce à un mécanisme qui n'est pas tout à fait récent, qui s'appelle l'évapotranspiration. Sauf que ce mécanisme n'était pas forcément utilisé ou optimisé pour le rafraîchissement des villes. Et aujourd'hui, vous voyez surtout en ce moment dans les programmes politiques de nos futurs élus qu'un bon nombre de publications portent sur le confort du public dans la cité et son verdissement pour justement bénéficier de cet effet de climatisation naturelle. Donc, je vais parler un tout petit peu de ce rafraîchissement qu'on appelle adiabatique et qui permet de rafraîchir l'air en milieu urbain. Donc, le mécanisme, il est représenté là de manière assez simplifiée. On a une part d'ensoleillement qui vient donc heurter la paroi du bâtiment. Cette paroi du bâtiment, je vous invite à regarder d'abord en bas, elle peut être une simple membrane d'étanchéité ou une simple couverture, si on est dans la couverture traditionnelle. Dans tous les cas, il va y avoir un effet de convection de chaleur par un flux thermique qui vient rencontrer donc la paroi et donc un échauffement de ce matériau, souvent sombre, ou en tout cas à forte capacité d'emmagasinage de chaleur. Et cette création de chaleur va générer une transmission du flux à l'intérieur du bâtiment. Donc, on est à la fois sur un inconfort à l'intérieur du bâtiment et un échauffement du climat urbain à proximité de cette toiture. Et puis, on a toujours une part de réflexion solaire qui est en fait le ratio, la différence entre la part réfléchie et la part emmagasinée par la paroi. Et donc maintenant, si on regarde sur le haut du dessin, on a toujours ce même ensoleillement, une belle journée de canicule estivale. Et ben, on va se rendre compte qu'on n'a pas là un effet de convection, de production de chaleur. Bien au contraire, on est sur un phénomène de rafraîchissement adiabatique, c'est-à-dire que les plantes, pendant leur cycle de photosynthèse, vont échanger des calories avec l'air. Donc la production de photosynthèse va consommer des calories de chaleur de l'air et va produire des molécules d'eau, de la vapeur, et donc participer à ce rafraîchissement de l'air. Donc c'est un mécanisme un petit peu complexe, mais qui aboutit finalement à améliorer le confort et diminuer tout simplement la température à proximité de la végétation. Donc fort de ce constat, nous sommes en train de travailler sur des palettes végétales à forte évapotranspiration, capables d'améliorer ce confort et de participer au rafraîchissement de l'air en milieu urbain. Donc, sachez pour les prescripteurs, les architectes ou les paysagistes qui écoutent qu'aujourd'hui, depuis 2012, la réglementation thermique 2012 tient compte de ce que j'ai peut-être appelé très rapidement le facteur solaire, qui est le principal responsable du confort d'été intérieur dans le bâtiment. Donc c'est le rapport entre l'énergie du rayonnement solaire transmis et l'énergie qui est reçue par la paroi. Donc ce facteur solaire, c'est ça qui augmente l'inconfort dans le bâtiment, le confort ou l'inconfort.
Donc, les toitures végétalisées, lorsqu'elles sont présentes sur un bâtiment, lorsqu'elles sont humides et lorsqu'elles sont bien couvertes, ça, ce sont ces 3 critères qui viennent donc améliorer le confort. L'irrigation est un facteur clé dans la réduction du facteur solaire. Les bureaux d'études thermiques, depuis 2012, avec cette réglementation thermique, sont capables de calculer l'apport d'une toiture végétalisée sur le bilan énergétique d'un bâtiment. Plusieurs critères sont à entrer dans les outils de calcul des bureaux d'études, notamment si on est sur un système extensif ou semi-intensif, quelle est la localisation géographique du projet et si on est en présence d'un système d'irrigation. Plus le système va être régulièrement mouillé, humide ou en présence d'eau, et plus on va améliorer le confort énergétique pour les raisons que je vous ai exposées plus tôt. Voilà, donc pour en finir avec la présentation de rafraîchissement, un petit exemple là avec quelques valeurs. En général, on connaît des valeurs d'évapotranspiration sur du gazon. C'est un petit peu la plante de référence aujourd'hui chez Météo France. Un gazon, ça transpire entre 4 et 5 litres par mètre carré et par jour. Donc entre 4 et 5 millimètres. Alors le système Tundra, lorsqu'on lui donne de l'eau, il est capable, contrairement à ce qu'on peut penser, donc Tundra, c'est essentiellement des sédums des plantes succulentes, il est capable d'évapotranspirer jusqu'à 5 litres, même un petit peu plus, 5,5 litres par mètre carré et par jour. Donc on se rend compte qu'une plante, à partir du moment où elle n'est pas carencée, elle va consommer de l'eau, elle va en consommer. Par contre, elle est capable de s'en passer. C'est le cas de la Tundra. Et puis donc là, on travaille sur des cortèges de plantes rafraîchissantes qui sont capables d'évapotranspirer de 9 à 10 litres par mètre carré et par jour. D'où l'amélioration de cette notion de confort, puisqu'on évapotranspire plus, donc on rafraîchit plus. Voilà, c'est des essais que nous avons menés avec le réseau Astrodor, le RATO, en 2018 et en 2019. Voilà qui conclut cette présentation. Je te laisse le mot de la fin. Donc, en fait, pour résumer, on vous a présenté finalement différentes solutions pour lutter contre les inondations et les canicules en ville. Donc, en faisant de l'abattement des pluies courantes, en faisant de la régulation et en faisant du rafraîchissement. Donc, merci pour votre attention et on vous propose de répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter par la suite. Merci Aurélie, merci Lionel. Donc c'est vrai que je vois qu'on a déjà 3-4 questions. Pour ceux qui n'ont pas vu, en bas à droite, vous avez un onglet, une rubrique Q et R, donc questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans cet onglet. Première question, bonjour. D'où sont issues les valeurs d'évapotranspiration? Donc, on en a vu sur les premières slides. Oui. Bonjour Morane. Les valeurs qu'on a présentées sont issues de travaux, comme je l'ai dit, qu'on a menés avec le réseau Astrodor, donc à Brindast dans le 69. Nous avons monitoré un certain nombre de modalités pendant 2 ans et mesuré donc les capacités qu'avaient ces différents cortèges floristiques à évapotranspirer, à consommer de l'eau et à évapotranspirer, en situation principalement de canicule, puisque c'était ça vraiment le focus de notre observation, avec des modalités témoins et des modalités plutôt innovantes. Voilà. Ok. La deuxième question peut-être. Oui, la nature du substrat évoqué tout à l'heure et type de végétalisation. Alors, la nature du substrat, on était sur des substrats extensifs à semi-intensifs, donc vraiment ce qui compose l'essentiel de nos réservoirs de substrat, on va dire, de type organo-minéral. Et sur quel type de végétation? Eh bien, des modalités références sur gazon, sur sédum, et des modalités sur vivaces, graminées et autres plantes. J'en dis pas plus tout de suite, mais on est sur des recherches plus larges, graminées vivaces, pour faire large. Ok. Alors, dans le chat, on avait une question dès le début. Donc, pouvez-vous réexpliquer la règle du zonage? En quelques mots, donc la règle du zonage, tu peux remettre la carte. Donc là, dans ce cas présent, on va parler de
de la règle du zonage parisien. Donc, on a sur le zonage parisien qui va arriver à l'image 4 zones de couleurs qui ont été définies. Ces zones de couleurs, vous les avez voilà, en vert, en jaune, en orange et en rouge. Le rouge étant la situation la plus complexe en termes d'abattement pluvial pour la ville de Paris. Donc, il est admis une valeur la plus faible, 4 mm. Je rappelle que ce 4 mm d'abattement répond à la règle du seuil. Donc, c'est 100% de la surface de votre projet. Si le permis de construire porte sur 1000 m², les 1000 m² du projet doivent absolument abattre 4 mm par jour d'un événement pluvieux. Si sur vos 1000 m², vous avez des zones en parking ou des zones en enrobé ou des parois vitrées qui ne peuvent pas générer d'abattement, à ce moment-là, vous passez sur la règle dégradée, la règle du pourcentage, qui dit dans le cas donc, de la zone rouge que 30% de la lame d'eau de 16 mm doit être abattue. Donc si on fait le calcul, on est un petit peu au-dessus du 4 mm d'abattement, mais par contre, il ne porte que sur 30% de la surface du projet. Enfin, voilà, on est sur une règle des équivalences qui permet pour tous les projets qui soient 100% compatibles végétation ou seulement 50% compatibles végétation, ils permettent de trouver des solutions pour végétaliser ou en tout cas traiter l'eau de manière à ce que cet abattement journalier puisse être assuré. Voilà. Donc, plus on monte sur l'échelle et plus les valeurs d'abattement vont être contraignantes, mais on s'aperçoit que Paris a bien fait ça, la zone de 16 mm d'abattement correspond aux principales forêts, aux zones très perméables. C'est là que c'est donc le plus facile d'assurer l'abattement pluvial. Si vous voulez plus d'informations, rappelez-nous en direct et puis on pourra vous faire un cas d'étude particulier. Très bien, merci pour cette réponse plutôt complète. Christophe, n'hésitez pas à nous dire si c'est bon pour vous. On va passer à la question suivante. Donc, est-ce que la végétalisation est compatible avec la pose de panneaux photovoltaïques? Le système que vous proposez. Oui. On a, chez Soprema, on a aussi la compétence photovoltaïque, donc Sopra Nature pour tout ce qui est végétalisation, Sopra Solar pour tout ce qui est panneaux photovoltaïques. Et en l'occurrence, nous disposons d'un système de végétalisation qui est compatible avec les panneaux photovoltaïques et dont d'ailleurs le CPP va être renouvelé là d'ici 2 semaines. Donc, c'est en plus avec documents techniques. Ok, super. Si on peut avoir notamment un lien aussi, peut-être en plus, on pourra l'ajouter. Il sera disponible sur le site internet quelques semaines, donc pas de problème. Super, merci beaucoup. Question d'Adrien. Votre solution permettait de différer le refroidissement par évapotranspiration, puis en hiver versus confort d'été. Oui, alors en réalité, différer, on ne va pas réellement différer l'évapotranspiration, puisque là on est sur un mécanisme naturel sur lequel on a assez peu de prise. En revanche, ce qu'il est possible de faire, parce que je pense que je comprends le sens de la question, c'est de pouvoir utiliser le rafraîchissement quand on en a besoin, c'est-à-dire en été. Il pleut en automne et en hiver, et le rafraîchissement, on en a besoin en été. Donc là, on travaille plutôt sur des scénarios de rétention des eaux de pluie, de valorisation de ces eaux de pluie pendant les périodes où elles tombent abondamment, stockage ou stockage temporaire en toiture par le système de nids d'abeilles rétentiaux ou dans des cuves dimensionnées au niveau du sol pour une réutilisation de ces volumes d'eau de pluie dans les périodes où on en a besoin. Donc, on est effectivement sur un décalage dans la temporisation, mais ça permet, en assurant un stockage ne serait-ce que temporaire, de pouvoir assurer de l'arrosage à base d'eau de pluie de manière raisonnée pour assurer la sauvegarde des plantes, voire atteindre des performances de rafraîchissement. Donc, nous sommes en mesure de faire ces calculs de déphasage entre les périodes de pluie et les périodes où on a besoin de cette eau par le biais d'un stockage temporaire. Parfait, merci. Prochaine question. Peut-on cumuler réservoir d'eau pour le jardin dans le volume de drainage? Oui, ça c'est la fonction du système rétentieux, nid d'abeilles.
qui joue le rôle de réservoir et donc qui est capable de transformer ce volume d'eau stocké en eau disponible pour la plante. Parfait. Tout à l'heure, on a parlé de d'une étude que vous avez menée. Est-ce qu'elle est disponible? On aura une fiche de synthèse de Oui, c'est disponible. ça. Pas dans son intégralité, comme toutes les études, il y a certainement une version plus digeste à produire. Mais à ce moment-là, il faudra nous contacter directement. Voilà, parfait. Alors, y a-t-il des solutions à l'échelle de la parcelle qui permettent de répondre aux pluies records qui seront de plus en plus fréquentes et fortes? Alors là, on est dans la catégorisation des pluies qu'on a vues au début. Très honnêtement, notre travail ne porte pas sur les pluies extrêmes, bien que nous nous intéressons malgré tout à cette notion de zéro rejet et de toutes les solutions qui seront possibles d'atteindre ce zéro rejet. Par contre, on lit souvent que tout ce qui est pluies extrêmes, qui aujourd'hui sont quand même de plus en plus fortes, échappe un petit peu à cette logique de gestion à la parcelle, de gestion alternative, dans la mesure où ce qu'il convient d'assurer dans des cas comme cela, c'est de prévenir l'aggravation de la situation, de prévenir les dégradations ou voire même les accidents, les décès, où voilà, on n'est plus tellement sur des notions d'hydrologie urbaine à l'échelle des solutions alternatives. C'est un peu sauf qui peut, et là on est sur des solutions beaucoup plus conséquentes par rapport à ce type d'inondation. Voilà. Donc aucun système alternatif aujourd'hui n'a vocation à traiter les pluies extrêmes, pour le reformuler un peu différemment. Est-ce que vous avez des solutions innovantes que la société, notamment Cénova, peut prescrire à des maîtres d'ouvrage motivés qui souhaitent végétaliser les toitures terrasses en bénéficiant des subventions de l'agence Hauts-Seine-Normandie? En fait, ce qu'il faut, c'est contacter le bureau d'études Sopranature et vraiment créer la toiture végétalisée en fonction des contraintes du PLU de la ville où vous avez le projet par rapport aux conditions d'attribution des subventions de l'agence de l'eau Seine-Normandie, puisque vous avez vu que les montants peuvent être importants, mais sont sous condition. Donc, ça veut dire sélectionner une large variété de plantes pour respecter la biodiversité, produire une note de calcul prouvant que la toiture végétalisée va avoir une capacité stockante d'abattement importante. Donc oui, là-dessus, c'est tout à fait possible et avec différentes solutions. Les solutions Sopranature ont été testées et éprouvées depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, on a de l'expertise pour accompagner sur le projet vraiment spécifique parce que travailler, par exemple, la toiture végétalisée de la mairie, on va dire, d'un village en Normandie par rapport à son école, même si le PLU est le même, vu que le bâtiment est différent, même si les consignes à respecter sont les mêmes, eh bien, on a un slowly différent, une épaisseur de toiture végétalisée différente, des fleurs différentes, etc. Donc, voilà. Merci pour cette précision. Monsieur, Madame Cénova, contactez-nous. Voilà, c'est Dimitri Cénova, donc monsieur. Donc, juste avant de passer aux questions suivantes, on avait quand même une précision, donc pour information, les agences de l'eau peuvent financer des techniques dites grises, telles que les chaussées à structure réservoir. Donc ça, c'est un commentaire d'Hervé de l'agence de l'eau Artois et Picardie. Oui, c'est juste. Artois Picardie. Voilà. C'est ce qu'on vous a présenté tout à l'heure dans le petit panorama des solutions alternatives. C'est pas parce que c'est végétal que c'est subventionné ou l'inverse. Des solutions grises, comme ils viennent d'être évoquées, tout ce qui est sol poreux, permettant l'infiltration, sont des solutions admises. Très bien. Et travaillez-vous avec les écologues pour le choix des végétaux? Alors, on peut travailler avec des écologues assez régulièrement sur les projets, puisque maintenant les écologues intègrent les équipes de conception.
Donc, on est en mesure de proposer des palettes végétales avec lesquelles on travaille usuellement, couramment. N'oublions pas que les toitures végétalisées sont des solutions très limitantes, hors sol, avec des contraintes très spécifiques sur lesquelles on a des routines, des habitudes de plantation, des palettes végétales qui peuvent intégrer des sedums vivaces graminées. Donc, on va évidemment proposer de manière privilégiée ces taxons, une cinquantaine de taxons quand on parle de l'extensif pur. Et puis, on peut avoir une discussion, une étude, une analyse avec un écologue pour aller plus loin. Bien sûr qu'on est toujours très intéressé par ça, puisque dans notre équipe, on a beaucoup de gens qui viennent du domaine du végétal et de l'horticulture et du paysage. Parfait. Petite question toujours de Dimitri Molsenova. Les palettes végétales à forte évapotranspiration, donc l'exemple du cortège de plantes rafraîchissantes capables d'évapotranspirer 9 à 10 litres d'eau par mètre carré et par jour, ont-elles besoin d'apport d'eau? Oui. Oui, elles ont forcément besoin d'eau parce qu'on est en milieu hors sol. Donc, l'eau, évidemment, ça permet la sauvegarde des plantes. On est donc dans une démarche d'apport d'eau, de sauvegarde. Je vais prononcer le mot d'irrigation, irrigation de sauvegarde. Ça veut dire que tout simplement des plantes qui vont évapotranspirer 9 à 10 litres par jour ne vont pas recevoir de la pluie ce 9 à 10 litres. Donc, le bilan hydrique n'est pas positif. Il est donc nécessaire d'apporter de manière artificielle une irrigation. Alors, cette irrigation, elle doit être intelligente, elle doit être raisonnée, elle doit être de sauvegarde et elle peut tout à fait, et c'est l'axe de nos travaux, porter sur de l'eau de pluie et pris de manière privilégiée plutôt que de l'eau du réseau. Donc, c'est un petit peu court pour vous faire une présentation plus détaillée, mais on est dans cette optique de raisonner les apports en eau de ces plantes spécifiques qui ont des besoins plus importants. Très bien, merci. Les copropriétaires sont souvent réticents aux toitures végétalisées. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à la pérennité et l'entretien. Pourriez-vous préparer un argumentaire écrit spécifiquement pour faire dépasser ces craintes? Est-ce que ça, c'est un exercice que vous avez déjà fait? Est-ce qu'il existe des notes pourquoi et comment végétaliser? Alors, du côté de l'Agence parisienne du climat, c'est vrai que les conseillers aussi ont quelques argumentaires, donc je vous invite, Viviana, à vous rapprocher également de nous, mais je serais curieuse d'avoir peut-être quelques éléments complémentaires d'Aurélie et Lionel. Alors, nous, on est un bureau d'études, enfin, un département de végétalisation qui a l'expérience de ça. Donc, je reconnais qu'il n'y a pas forcément de documents écrits émis de chez nous, mais déjà, on se base sur les règles professionnelles émises par la DIVET. Donc, elles ont été éditées en mai 2018 pour la dernière version, pour rassurer. Après, il y a toujours possibilité d'échanger avec la personne qui a besoin de convaincre les copropriétaires pour les rassurer sur leurs différentes objections, mais en partant du principe que le système de végétalisation est correctement sélectionné, correctement entretenu et correctement posé, c'est déjà 3 ingrédients de base qui feront le succès de la toiture végétalisée dans sa pérennité et dans son côté agréable à vivre pour les copropriétaires. Je vais ajouter pour les prescripteurs qui sont présents que nous recommandons un entretien systématique à inclure dans le marché. Donc, n'hésitez pas et nous vous recommandons d'inclure l'entretien de la toiture végétalisée dans les pièces du marché, à la charge soit de l'installateur, soit d'un sous-traitant. Après, il y a de toute façon plusieurs montages possibles, mais prévoyez cet entretien initial inclus dans le marché pour assurer l'atteinte d'un taux de couverture. En végétalisation, on aime bien parler de taux de couverture, même si on peut admettre que les plantes spontanées doivent pouvoir s'y installer. Mais tout ceci étant dit, il est important d'atteindre à un moment donné un équilibre
dans le végétal, dans la palette végétale qui doit s'y installer. Et la meilleure manière de l'atteindre, de notre expérience, c'est qu'il y ait un entretien, aussi léger soit-il, donc entre 2 et 4 visites par an d'une entreprise qualifiée pour pouvoir reconnaître je vais prononcer le mot d'adventice, sachant que, à part les plantes interdites en toiture qui sont définies dans le DTU, après, on est sur de l'appréciation visuelle de l'intérêt que l'on peut porter à une plante, son intérêt mellifère, son intérêt biodivers, son intérêt pour telle ou telle fonction. Mais voilà, le tout étant de savoir les distinguer, les discerner. Mais prévoyez l'entretien dans le cadre du marché les 2 premières années au moins. Super. Peut-on traiter les eaux grises en toiture végétalisée? C'est possible. C'est possible. Ça serait un petit peu long d'aller plus loin sur ce type de dispositif parce que ça inclut ce que l'on appelle les filtres plantés. Donc, c'est évidemment possible. Aujourd'hui, à ma connaissance, sur le marché, il n'y a pas de solution de ce type. Mais on va dire que la recherche et le développement travaillent. Voilà. Parfait. Disposez-vous d'un catalogue référençant vos réalisations sur le territoire national? Alors, on n'a pas un catalogue spécifique, mais on a différentes références qu'on peut fournir sans problème. On Ok. publie régulièrement sur la page LinkedIn de Soprema France des réalisations. Il y a également sur le site internet de Soprema France et de Soprema Entreprise, avec qui on travaille énormément, les réalisations en toiture végétalisée. Donc voilà. Et puis sinon, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous demander quelles sont les références les plus proches de vous dans votre région. Pareil, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez recevoir la note dont on a parlé tout à l'heure, n'hésitez pas à leur envoyer directement un mail. Et on va prendre la dernière question avant de conclure. Quel est l'ordre de grandeur pris par mètre carré des 2 types de végétalisation? Et également le poids au mètre carré. Ce n'est pas une question facile pour une dernière question, Jessica. C'est cadeau. Commence par le poids. Je dirais qu'en termes de poids, voilà, les solutions extensives, elles. Alors, je ne sais pas si c'est de mon côté, mais j'ai l'impression que c'est un peu coupé. Aurélie, Lionel, est-ce que vous nous entendez? Ah, donc je crois que je crois qu'ils ont un petit problème technique. Ça, c'est la question coût qui, voilà, coût au mètre carré. Malheureusement, ils sont du coup déconnectés. Écoutez, pour cette dernière question, je suis vraiment désolée. Pour cette dernière question, on y répondra par mail. En tout cas, on essaiera de vous envoyer un ordre de prix au mètre carré et également les informations sur le poids par mail. Et et bien évidemment, vous allez recevoir la présentation en fin de journée ainsi que nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas, je suis encore vraiment navrée et désolée pour ce problème technique. Ah, Aurélie. Vous êtes là, très bien. Parce que moi, je pensais que, comme on parlait de prix, hors de grandeur, que vous étiez parti. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on va quand même répondre très rapidement. Au-delà de dire qu'un prix, ça s'étudie en fonction d'une surface, d'un lieu géographique et d'un type de système, c'est impossible de vous dire que ça coûte 15, ça coûte 50 ou 60, c'est du mètre carré. C'est très difficile. En revanche, une fourchette un petit peu large, mais qu'on retrouve sur l'Adivet, sur la Biblio, ça va être une fourchette entre 50 € du mètre carré et 100 € du mètre carré. Alors, c'est du simple au double. C'est en fourniture et pose. Et c'est un prix au maître d'ouvrage. Au prix final, au client final.
50-100 à affiner évidemment en fonction de la surface et du type de végétation. Et du chantier. Et du chantier, du lieu géographique, etc. etc. Parce que forcément, une toiture végétalisée que vous faites en R+1, même si elle est au même endroit qu'une toiture végétalisée en R+12, les prix sont différents. Très bien. Merci beaucoup Aurélie. Merci Lionel une fois de plus d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci pour les l'invitation. spectateurs, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Vous allez recevoir l'ensemble des présentations en fin de journée. Les autres événements sont à venir vous pouvez d'ores et déjà les voir sur le site de l'Agence parisienne du climat. Moi, je vous dis à très bientôt. Donc, on se donne rendez-vous le 23 juillet pour un prochain Solution Pro. Je ne dévoile pas tout de suite la thématique. Je vous laisserai regarder sur l'agenda d'ici une petite semaine. N'hésitez pas à revenir vers nous, à revenir vers eux si vous avez des questions complémentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir.